Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider, un film sorti en 2001 de Simon West, un film américano-britannico-germano-japonais, adaptation cinématographique de la série de jeux vidéo Tomb Raider, avec Angelina Jolie dans le rôle de l'archéologue Lara Croft. Il y a aussi Daniel Craig, Ian Glenn et John Voight. Le budget de ce film est entre 90 et 100 millions de dollars environ, les chiffres varient en fonction des sites. Il a rapporté 274 millions de dollars à travers le monde. C'est un petit score pour une petite durée de film de seulement 1h40. Ça nous change des 2h20 mastodontes d'aujourd'hui. Et pendant ces 2h40, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Lara Croft qui va bien sûr partir à la recherche d'un artefact magique que convoite une société secrète, les Illuminati. Oh là là, ça sent le scénario de ouf. Alors, ça sent déjà un scénario, comme j'ai marqué dans mon introduction, bête et simple, mais qu'on peut regarder avec un certain plaisir instantané, mais aussi l'oublier instantanément. Donc c'est une petite vidéo pour un film que je vous annonce déjà comme moyen, selon moi. Tant mieux si vous l'avez aimé, bien entendu, mais quand je l'ai revu, non seulement ça a sacrément vieilli, sur plein de petits effets un petit peu partout, c'est assez gratuit, et ça vieillit aussi en termes de narration, de code, de caméra, de montage. Il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes, ce qui fait que le film a l'air bricolé, mais un truc de fou. Franchement, c'est un petit peu misérable. Alors... bon, histoire d'être complet, je fais la vidéo et ça me permet aussi de parler des fois de films qui sont un petit peu moins bien, moins cotés. Ça m'arrive pas souvent sur la chaîne, mais des fois il faut aussi se faire un peu violence et se faire l'exercice de penser un film qui est moyen. C'est ce que je vais faire avec cette première adaptation des aventures de Lara Croft. Adaptation donc, émulation maladroite de Indiana Jones pour ma part. On restitue éventuellement l'atmosphère du jeu vidéo par moment, mais le jeu vidéo n'est pas un simple dialogue entre personnages, c'est beaucoup d'action et d'exploration. Ici ce n'est vraiment pas le cas, à part une séquence, alors je sais plus si c'est en Inde ou en Thaïlande, ou... bon, alors un endroit exotique avec de la jungle. C'est le seul endroit où on a vaguement une impression d'énigmes à trouver et des créatures à tuer, quelque chose qui se rapproche du jeu, mais c'est là peut-être où le film fait sa véritable adaptation. C'est que voilà, on a un jeu où il y a beaucoup de pampans, beaucoup d'exploration et de secrets, de mystères à trouver, à résoudre. Le film ne part pas dans cette direction. Il y a un scénario à placer, des personnages à présenter. Donc c'est là où peut-être l'adaptation de cinéma fait son boulot et le fait bien, c'est qu'il y a une véritable histoire à narrer et pas simplement des niveaux à nous faire passer devant les yeux. On a l'impression justement que le scénariste et le réalisateur n'ont pas joué au jeu, mais c'est peut-être là la force du film, c'est précisément qu'ils ne sont pas aveuglés par le jeu pour faire des références pour la référence, ou essayer de faire une structure en jeu vidéo, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce film. C'est bien qu'on n'ait pas juste cette impression d'adaptation. On a quelques énigmes, mais elles sont relativement simples à décoder. Mais quand on voit le scénario, on voit qu'il y a des problèmes. En effet, il y a eu des retards dans la production parce que le scénario est passé entre les mains de plusieurs scénaristes, donc plusieurs versions. Franchement, je comprends pas pourquoi, parce qu'il y avait pas, c'était pas si compliqué de faire cette adaptation. Il y a le co-scénariste de Mortal Kombat Annihilation, bien sûr, parce qu'on prend les scénaristes de d'autres adaptations pour faire celle-ci, c'est la logique même, alors que c'est complètement absurde. On a aussi celui de Street Fighter le film, les scénaristes de The Mask et Volte-Face. Ça fait du beau monde. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce scénario, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils sont plusieurs, ils sont même pas foutus de faire tenir un truc un petit peu sérieux, des Illuminati dans le scénario. C'est très perturbant de voir ça popper comme ça dans le film. Ça a été rejeté bien sûr par la Paramount, et le script final, eh bien on a 5 noms, dont le réalisateur Simon West à l'écriture. Voilà. Il en résulte quoi? Une histoire de quête. Une quête d'un objet, d'un artefact, d'un triangle, mais aussi une quête intérieure, une quête de Lara Croft qui jure de suivre les souhaits de son père. Donc il y a un conflit
interne et externe, avec le triangle de la lumière. Oh là là, le titre quoi. Le personnage a donc des enjeux dramatiques externes et internes, donc ça le rend complet ce personnage à suivre pendant tout le récit. Et le problème, c'est que c'est le seul à avoir ce genre de conflit. Il n'y en a aucun autre. Et c'est là où il y a un problème d'écriture, c'est que les autres ont une seule et unique fonction et un seul et unique conflit. À la limite, Daniel Craig a un petit conflit entre ses intérêts personnels et son amitié, on pourrait même dire, allons jusqu'à dire son amour pour Lara Croft. Donc là, il y a aussi un petit enjeu intéressant, mais autrement, il y a rien. C'est des personnages fonctions, on dirait des automates, vraiment des automates dans le film. Des automates de scénario. Donc le film avance un petit peu par à coup. Il n'y a pas de suspense du tout. Il y a un manque de surprise. Le scénario, c'est un patchwork d'idées. Des scènes, des fois très ciblées, juste pour faire de l'action. C'est un film d'aventure branché aux tendances de l'époque, en termes de montage, en termes de musique aussi, et une adaptation du jeu. Et je trouve que dans les deux cas, c'est un échec. Après, ce n'est pas un échec cuisant, oh là là, c'est de la merde et tout ça. Par contre, vous allez sacrément l'oublier quand vous l'aurez vu. Par exemple, début des années 2000, on a les machines, les nouveaux robots. On voit aussi que dans pas mal de films, on a le numérique, la machine qui prend de nouveau le relais. Qu'est-ce qu'on a dans Lara Croft Tomb Raider au début du film? On a une séquence avec un robot qui fight Lara, alors que c'est complètement gratuit, ça vient de nulle part. Et donc voilà, au début on a le robot qui met à l'épreuve Lara Croft comme un peu Kato met à l'épreuve l'inspecteur Clouseau, comme disait Roger Ebert dans sa critique. Il y a un peu ça, hein. Donc ça, le film commence, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette mise à l'épreuve à la con, parce qu'il y a tout un build-up, on croit qu'elle est dans un temple en Égypte et tout ça, et en fait non, pas du tout. Elle est chez elle, elle se fait une petite séance d'entraînement avec un robot qui doit coûter $1 million et qu'elle fout en pièces, enfin... Voilà, c'est l'absurdité même, quoi. Mais bon, on a l'impression que Star Wars, la menace fantôme est passée par là, avec des robots de tous les côtés. Pourquoi diable on a un robot dans ce film? Franchement, ça commence mal, hein. Ça me fait penser d'ailleurs au robot de Robocop 2, K1 qu'on a à la fin de Robocop 2. C'est un énorme robot avec plein d'accessoires. Ben là, on dirait un peu le même design, donc on a des idées comme ça d'autres films et une tendance de début des années 2000 qui se confirme dans ce film-là. Quand je vous disais que la machine avait pris la place de la menace dans les années 2000, dans certaines autres analyses, je ne disais pas ça pour rien. On a également ici la confirmation. On a après aussi d'autres séquences qui prennent de l'importance et qui sont... mais c'est n'importe quoi. La séquence de l'élastique, ça fait bizarre et on commence à avoir des gars accrochés qui commencent à tirer et elle tourne autour de sa pièce avec son élastique. C'est un peu what the fuck. C'est vraiment la séquence pour faire du spectaculaire sautillant à haute voltige. Ça ne correspond pas à l'ADN qu'on pourrait se faire de l'héroïne. Voilà. Et puis, bien sûr, on n'est pas dans un moment d'aventure, puisqu'elle est chez elle. Alors qu'on aurait pu souhaiter peut-être une scène d'action dans un milieu exotique. Le film prend aussi son temps avant de nous propulser dans l'aventure. Beaucoup trop son temps, malheureusement. Il y a des scènes surréalistes, avec des mecs qui sont en train de démolir une statue au beau milieu de la jungle, pendant que le méchant Powell, il se prélasse dans un canapé pourpre, avec des coussins et tout ça. Donc les mecs, ils ont amené son canapé avec des coussins dans la jungle. Il y a quand même des mecs qui se prennent pour des pachas, des trucs de fou. Voilà, des machins comme ça, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel, la scène du bélier aussi, bien sûr, la scène du bélier. Alors, en même temps, ça fait un petit peu jeu vidéo, comme ça, sur l'instant, l'impression que ça donne. Mais bien sûr, elle est sur le bélier, comme ça, elle avance sur le bélier, ça fait très sexuel. C'est une femme qui en a une grosse, vous voyez, c'est la femme qui a un plus gros sexe que les hommes, donc elle enfonce avec son gros sexe dans la statue du temple. Alors, bien sûr, voilà, c'est-à-dire, elle en a une plus grosse que les hommes, c'est-à-dire qu'elle est plus capable, bien entendu, il ne s'agit pas d'allusion sexuelle, mais elle fait un geste comme ça, ça fait un peu... c'est un peu lubrique, mais c'est pour lui montrer bien sûr qu'elle est bien plus capable que la plupart des mecs de ce film, bien entendu. Ce personnage, il est incarné par Angelina Jolie.
C'est une très belle silhouette avec des jambes, mesdames et messieurs, des jambes. Ah là là. Et bien sûr, un accoutrement qui fait penser à celui du jeu vidéo. Ça fait un peu cosplay quand même. C'est l'artifice du costume trop ressemblant. Et là, c'est vrai que ça casse un petit peu l'immersion. Donc c'est vraiment un personnage qui détonne par rapport à tout le reste en termes de prestance. Parce que c'est vrai qu'elle incarne vachement bien le personnage. Mais le costume aussi change beaucoup par rapport à tout ce qu'on a autour d'elle. Encore une fois, j'ai reprécisé dans mes notes, surtout les jambes, ma parole. Je crois que j'ai été particulièrement aguiché par les jambes de Angelina Jolie, pour l'avoir marqué 2 fois. L'impression qu'elle donne, une impression de charisme, hein, et un accoutrement proche de celui du jeu, c'est plutôt un bon point, mais ça la rend aussi un peu plus âgée que ce qu'on pourrait penser. Le visage d'Angelina Jolie correspond tout à fait au personnage. Elle a été très bien choisie, ils ont pris beaucoup de temps, il y a plein de noms qui ont circulé pour, même je crois, le nom d'une actrice de film pour adultes, il me semble, mais Angelina Jolie a été bien choisie. Sa caractérisation, elle est assez cynique, elle se laisse pas faire, elle se laisse rien dire quasiment, elle fait aussi des bruits comme l'héroïne dans le jeu vidéo, mais je vous assure, vous savez des bruits quand dans Tomb Raider 1, quand elle fonce comme ça, elle court et après elle se tape un mur, elle fait un oh oh voilà, comme ça, exactement comme ça. Et dans le film, c'est à mourir de rire parce qu'on a des séquences où des fois on a l'impression qu'ils le font exprès. Je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès. Il y a des moments, c'est du oh tu te dis mais pourquoi elle fait ça en fait. C'est l'impression, c'est comme dans le jeu quoi. Donc elle est décomplexée, elle n'en a rien à foutre d'être une Croft, hein. C'est une aristocrate normalement de bonne famille, et elle arrive comme ça, elle arrive par exemple dans la chambre où ils font les enchères, elle pose ses pieds comme ça sur la table directement, là sur un autre siège je crois, et en mode j'en ai rien à foutre, je peux m'acheter tout ce que je veux. Donc voilà, elle n'en a rien à foutre d'être une aristocrate, elle n'en a rien à foutre d'être bien habillée. Par contre, elle prend le soin et tout le temps qu'il faut pour être sexy, hein, avec la douche, c'est la scène de douche, hein, avec des ralentis, des dans la musique, c'est complètement n'importe. Alors là, c'est sexuel, hein, mais c'est un peu abusé. Mais il y a un côté vraiment marrant à regarder ça, hein. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est cliché, mais la scène de la douche, c'est ridicule. Dans le 2, dans le jeu vidéo, c'est la dernière scène en fait du jeu. On a Lara qui commence à enlever son peignoir et elle dit, vous êtes toujours là? Et elle prend le fusil, elle tire sur la caméra. Et dans celui-ci, eh bien, on va nous rendre super sexy Lara, avec la rendre désirable, hein, bien sûr, avec des trucs, des ralentis, où elle fait des mouvements avec les cheveux, c'est excellent. Alors si tu filmais mieux ses jambes dans la première scène, elle aurait pas besoin de cette scène, je pense. Franchement, la première scène, je la trouve avec son costume bien sûr d'aventurière, elle est ultra sexy. S'il avait mieux filmé cette première scène d'action, ça aurait été suffisant. Alors là, ça fait vraiment pub pour shampoing. En plus, elle fait des manières avec des retournements et des regards sexy, alors qu'elle est toute seule. C'est ridicule. On dirait qu'elle veut faire l'amour à son mur, quoi. C'est pour l'homme, hein. C'est pour éveiller l'appétit sexuel masculin. C'est du remplissage, alors qu'on aurait pu donner plus d'informations dans des scènes si elles étaient mieux construites. Mais là, bien sûr, ce sont que des hommes qui ont construit l'histoire, et c'est pas forcément les hommes les plus fins, donc il fallait faire une scène de douche, et encore la scène de douche, on ne voit rien. Ça s'arrête au buste vu de dos. On a le dos de Lara. C'est un très joli dos, mais on ne voit rien d'autre, hein. Donc bon, c'est une scène qui est censée rendre sexy, mais pas plus que ça, hein. C'est juste l'ambiance sonore qui rend sexy le personnage. Angelina Jolie est vraiment badass. Elle fait péter tout son garage de voitures qui semble contenir une vingtaine ou même, je dirais même une quarantaine de véhicules, finalement pour pas grand chose, hein. On n'a pas l'impression qu'elle soit vraiment en danger, donc on s'emmerde en fait à la voir dans les scènes d'action. Elle a du sang de Wonder Woman, et ce n'est pas pour rien que je dis ça, c'est aussi parce que la photographie de la mère de Lara dans le médaillon qu'elle porte, c'est celle de l'actrice Linda Carter, qui est, je crois, connue principalement pour la série Wonder Woman. En plus, il y a une chose qui est très très bien avec ce personnage, pour terminer, c'est la VF. La VF, ils ont repris la voix
de Lara Croft du jeu vidéo, la voix VF. Et là, je peux vous dire, moi j'étais conquis par la VF, ces petits timbres qu'elle a. La VF, elle est excellente. Je crois, si je me trompe pas, c'est Françoise Cadol. Un grand plaisir à écouter la voix. C'est une voix ultra sensuelle, je trouve. En VO, il y a eu un problème que c'est une actrice américaine qui joue une anglaise, mais bon, moi je l'ai regardé en français, donc pour moi l'enjeu n'était pas là. Mais je peux comprendre que pour les Anglais, ça a pu poser un petit problème. Jon Voight, qui joue le père de Lara Croft dans le film, est réellement le père d'Angelina Jolie. Ça apporte un petit peu d'émotion dans le film, le rapport au père bien entendu, mais c'est un père quand même un petit peu salaud, parce que c'est un père qui conditionne sa fille pour résoudre des énigmes. Père, dès son enfance, il l'a formé à faire ceci, comprendre cela, et tu dis, juste pour ça, c'est vraiment, tu lui as enlevé un petit peu son enfance, pour la former en super guerrier, on dirait comme ce que j'avais dit pour Aitonia, quoi. J'avais pas trop apprécié l'idée, en fait, de faire ça. Oui, dès ton enfance, tu as été formé, vous savez, des choses comme ça. C'est un petit peu comme dans Da Vinci Code, la femme qui est formée dès son enfance à résoudre certaines énigmes et tout ça. Enfin, bon, bref. Ça, je n'ai pas trop aimé. On a après des trucs... c'est n'importe quoi, on a le geek et le majordome coincés, vraiment des clichés ambulants, c'est pas très agréable, c'est pas très fin, les scènes où ils sont pas agréables. On a James Bond aussi, Daniel Craig, son écriture est sympa, c'est un mec ambigu, c'est très bien de l'avoir fait comme ça, le mec a envie de faire la paix et d'être avec Lara, mais en même temps, il essaye juste de se démerder et de faire ses magouilles avec des salauds. Et pourtant, dans le film, on se rend compte que c'est pas un mauvais bougre. Mais il veut juste essayer de s'en sortir et il passe pas par les bonnes solutions. Il passe pas par les bons chemins. Et je trouve que le personnage est quand même assez savoureux. Et puis... je pense que pour la jante féminine, on a une scène où Daniel Craig est tout nu, le mec est plutôt pas mal. Je pense que... enfin, je dis la jante féminine, mais pour les homosexuels aussi. Peut-être que Daniel Craig, c'est votre type, j'en sais rien. Vraiment, cette relation entre Alex et Lara, je la trouve très bien. Il y a une compétition dans le travail, mais également une sympathie qui se développe. Et il n'y a pas beaucoup de scènes, mais ça suffit. Quand il y a Lara qui vient le provoquer dans sa chambre alors qu'il est à poil, et elle, comme ça, elle est là. Alors, comme ça, on se mêle de mes affaires et tout ça. Et en plus, c'est trop marrant parce qu'elle se fout toujours un peu de la gueule de lui, et lui, il veut toujours essayer de l'impressionner pour lui dire que, je suis pas un minable. C'est trop excellent. Et juste à la fin de cette scène où le mec il est tout nu, il y a Lara qui commence à se lever et qui lui dit ses 4 vérités, et après elle regarde son sexe et elle fait un petit et après elle s'en va. C'est marrant. On a un dernier point, bon, le méchant il est inexistant, c'est vraiment une enveloppe vide, on a les Illuminati. LOL, des méchants qui cherchent une clé à la con, enfin c'est vraiment osef. La première scène de présentation des Illuminati est ridicule. Les Illuminati, toujours au top niveau complot, Franchement, on dirait que c'est la carte du méchant. Ah tiens, je vous balance la carte Illuminati. Ah bah oui, bah voilà. Non mais... Simon West est le réalisateur du film Les Ailes de l'Enfer, un film que j'aime beaucoup, pour bien sûr son action. On pourrait peut-être donc penser qu'il serait tout à fait apte à filmer les aventures de Lara Croft. Honnêtement, je trouve que c'est pas très réussi. Ça commence par un dézoom sur les yeux de Lara Croft, la caméra se replace et on se rend compte qu'elle a la tête à l'envers avec derrière une lumière bleutée. Et au plan suivant, on a des teintes orangées blanc. Donc tu te dis, le mec, il commence déjà assez fort avec un faux raccord. C'est mal barré pour le film. C'est un plan qui iconise le personnage. On commence quand même avec un plan qui iconise le personnage, mais c'est détaché de la narration. Il s'ensuit cette fameuse scène vaguement égyptienne, mais c'est poussif, c'est assez calamiteux, on ne sait pas sur quel pied danser. La mise en scène ne fait pas des choix
clair pendant le film. Il y a des ralentis vraiment pas très beaux du tout, ils ne sont pas faits à haute cadence d'image, ça se voit tout de suite. Le montage aussi ne rend pas compte de ce qui se passe dans les scènes d'action. Ce n'est pas spatialisé, les scènes d'action en plus sont très très mécaniques. J'entends par là des inserts comme ça pour spécifier quelque chose. Et pendant une scène d'action, on a de la bodycam, donc du snoricam, donc la caméra installée sur le corps de l'acteur et qui bouge avec l'acteur pendant 2 secondes et c'est tout. Voilà, des aberrations un petit peu partout. Roger Ebert disait que le film fonctionne autour de ces effets spéciaux et de ces séquences d'action. Les monstres virtuels, même pour les séquences d'action, ne sont pas très beaux. Ça fait un peu penser aux monstres de la Cité du Ciel de Tomb Raider 2. Ils étaient en jade, je crois. Et bien ici, on a un petit peu quelque chose de similaire. Je crois qu'il y a des monstres semblables dans le 3e. On a aussi un boss de niveau, ce qui est une référence claire au jeu Lara Croft, mais qui est un petit peu gratuit et aussi très resserré sur une seule scène. Il filme un peu partout, on sent le budget, mais c'est par moments tellement pas élégant à la mise en scène que ça gâche un peu tout. Les décors sont bien, mais on ressent l'impression que le film est renfermé sur son décor de studio, mais il reste impressionnant. Il y a quelques très beaux plans, mais ils sont noyés dans un montage dense qui est rythmé au gré de musique pop de ces années qui font sacrément bien vieillir le film. Il y a des effets voyants comme cette horloge est en vérité très mystérieuse, avec un plan de store et une lumière qui entrecoupe le vieil homme, dont un bon travail de lumière généralement, mais qui est des fois trop appuyé pour quelque chose de flashy, c'est-à-dire l'iconisation de Lara Croft par exemple. Ça se fait pendant tout le film, ça c'est plutôt bien. Il a été financé un petit peu dans tous les sens, il a été financé par une niche fiscale allemande, la Telemutchen Gruppe. C'est une compagnie qui permet des réductions de taxes même pour les productions non allemandes grâce à des manipulations autour de cette niche. Sur le papier, le film il coûte 94 millions, mais dans les faits, le film aurait coûté pas plus de 7 millions à Paramount. Je pourrais littéralement vous recracher ce que j'ai lu dans le texte anglais, mais je ne maîtrise pas tout. Je ne vais pas vous dire des choses dont je ne suis pas sûr. Mais vous avez 2-3 textes qui parlent du financement. Vous les trouverez, je pense, assez facilement. Pour vous donner une idée, le Seigneur des Anneaux a eu recours à cette niche fiscale. Des préventes et des arrangements avec la Nouvelle-Zélande également. Je vais terminer cette critique sur la musique qui a eu des petits problèmes. On a d'abord eu Nathan McCree, un compositeur, un sound designer qui a été engagé, mais il leur fallait un compositeur pour la musique du film un peu plus réputé. Donc ils ont fait appel à Michael Kamen qui a fait la musique de X-Men mais aussi de Die Hard. Die Hard est quand même assez identifiable, je trouve. Et donc il fut aussi engagé et il a fait une démo pour Tomb Raider. Alors, il n'y a eu aucun recours, un manque d'enthousiasme, et du coup, Kamen est parti pour chercher des projets un peu plus motivants. Il fit une OST de 10 heures pour Band of Brothers, donc la série de guerre. Contraint d'engager un compositeur à la dernière minute, eh bien, les producteurs ont pris Graham Revell, donc le compositeur de The Crow, Tusk Till Dawn, Spawn, Titan AE, Pitch Black. Il n'a pas utilisé le thème principal du jeu, c'est très étonnant, je pense à cause de droits d'auteur. Il a composé la musique en moins de 2 semaines, après que Kamen ait été viré. C'est une musique qui correspond aux différents environnements. Mais le problème, c'est que la musique doit être enregistrée en Angleterre. Alors Revell n'avait pas le temps de voler pour enregistrer les sessions, parce qu'il travaillait avec son matériel électronique à Los Angeles. La partie orchestrale a été écrite pour l'enregistrement en premier, puis l'électronique venait se greffer par la suite dessus. Il y a eu des va-et-vient de retour sur la musique composée d'un endroit à un autre. Ce fut compliqué avec un montage à la fin qui changea, ce qui a amené Revell à réécrire des parties. Et dans l'enregistrement final, le mec écoutait la musique par téléphone. Alors forcément, quel résultat ça donne? Un truc assez infâme. Une impression de compilation techno absolument horrible. Ce film, c'est le bordel. J'entends des sons que j'entends dans l'OST de SimCity 4.
Le pire, c'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est ce qu'on appelle une banque de samples, donc des espèces de trucs préfabriqués pour donner du rythme ou des choses comme ça. Et ça, je l'avais déjà entendu dans une série angolaise qui s'appelle Windeck. Ne regardez jamais cette série, sinon vous allez mourir, je vous préviens. Et dans Windeck, ils avaient aussi réutilisé des musiques, des brefs instants que je connaissais de SimCity 4. Une espèce de musique techno dans le film. C'est infâme. Les séquences d'action, c'est infâme. C'est franchement, c'est horrible, hein. Avec des musiques random d'action un peu sexy, avec des et des et tout ça. Oh là 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 là. Le film essaye de vous faire ressentir le jeu dans la première scène, mais dès que ça commence, la scène d'action, c'est affolant, c'est affreux au son. Le CD d'ailleurs de cette fameuse musique affreuse a été édité de façon catastrophique, semble-t-il. Je ne l'ai pas écouté. La musique du 2 est déjà beaucoup mieux. La musique du deuxième volet de Lara Croft. En conclusion, eh bien, c'est un sacré morceau. Non, c'est quand même assez raté. C'est vraiment passable. En termes d'aventure, c'est moyen, mollasson, avec ses Illuminati toujours au top. Hein. C'est pas mirobolant, ça ne respecte pas grand-chose, mis à part sa propre logique, qui est même un petit peu absurde. De l'action pour de l'action, c'est mal filmé. Mais, il y a quand même du positif, hein. Angelina Jolie, elle est très réussie pour Lara Croft, elle a du charisme, elle ne laisse pas faire. Son costume cosplay passe assez bien à l'écran, elle est plutôt bien mise en valeur. Daniel Craig aussi, un bon rôle. On a quelques plans qui sont très très beaux. Et au final, ça nous donne un film d'aventure qui est vraiment passable, qui est oubliable, je devrais dire. Je mettrai au premier un 10 sur 20. Peut-être un 10,5. Allez, on va dire un 10,5. Parce que c'est clairement le film, on regarde, et on n'a plus envie de le voir plus jamais. On l'aura vu, c'est très bien, mais on n'a plus envie de le revoir. Du tout. Et c'est bien parce qu'il y a Angelina Jolie qui est plutôt bien mise en valeur quand on l'a dans les séquences, mais autrement, le film, c'est pas... Alors, attention, je mets une note méchante, mais en ce moment, je suis pas très bien. Donc ça a peut-être influencé mon choix, je vous préviens. Là, en ce moment, j'ai des problèmes d'internet assez énormes. Donc c'est forcément pour ça peut-être que je suis un peu plus sec que d'habitude si j'avais l'esprit beaucoup plus serein. Ce n'est pas du tout le cas en ce moment. La critique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir vu, du soutien que vous m'apportez. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais c'est que j'ai un gros problème d'internet. Je comprends pas ce qui se passe et ça dure depuis un sacré moment. Donc voilà, je suis dans l'expectative. Je ne sais pas trop quoi faire, mais via des magouilles, je peux quand même uploader un truc, mais c'est pas normal quoi. Donc vraiment, votre soutien me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être pas à très bientôt, mais à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!